Il est 19h, bienvenue sur Public Sénat, nous sommes en direct, voici les titres. Ce n'est pas le choix de la France, le nucléaire reste une technologie d'avenir. Réaction de François Fillon à la décision de l'Allemagne de renoncer définitivement au nucléaire d'ici 2022. Pendant ce temps, les émissions de CO2 explosent et dépassent de 5 points en 2010, le record atteint en 2008. Les ministres européens de l'agriculture inquiets face aux intoxications alimentaires qui ont déjà fait 12 morts en Allemagne. Des intoxications provoquées par une bactérie repérée sur des légumes, notamment des concombres en provenance d'Espagne. En Allemagne, les hôpitaux saturent. Moscou a décidé de suspendre toute importation de légumes allemands et espagnols. Le ministre de l'Agriculture français qui se dit opposé à un impôt sécheresse, comme celui qui avait été instauré lors de la canicule de 1976. Bruno Le Maire prône la solidarité. Un fonds d'urgence de 5 millions d'euros a d'ores et déjà été débloqué par la présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes, Ségolène Royal, pour venir en aide aux éleveurs qui peinent à nourrir leur cheptel. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition. Il aura donc fallu 7 heures de négociations nocturnes dans les bureaux de la chancelière Angela Merkel pour que le gouvernement allemand décide d'abandonner totalement le nucléaire d'ici 2022. Retournement complet de l'Allemagne sur le sujet qui devient la première puissance industrielle à renoncer à l'atome après le traumatisme de la catastrophe de Fukushima. Pour compenser, Berlin va développer les énergies renouvelables mais aussi renforcer ses centrales à gaz ou à charbon. Marie Brémaud. Après 7 heures de négociations cette nuit, la nouvelle est tombée. L'Allemagne sortira du nucléaire d'ici à 2022. Dans les 10 ans à venir, les 17 réacteurs allemands fermeront définitivement. La chancelière allemande Angela Merkel, entourée de ses partenaires au sein de la coalition gouvernementale, a décidé du calendrier, répondant ainsi aux attentes d'une partie de l'opinion publique allemande, hostile à l'énergie atomique. Ces derniers jours, les antinucléaires avaient d'ailleurs redoublé d'efforts pour faire entendre leur voix. Angela Merkel assume cette décision politique, conséquence directe du traumatisme provoqué par l'accident de la centrale de Fukushima. Déjà en mars, 7 réacteurs, les plus anciens, étaient mis hors tension suite à la catastrophe japonaise. C'est donc une nouvelle impulsion qui est donnée à la politique énergétique outre-Rhin. L'Allemagne mise sur des économies d'énergie, le développement des éoliennes et la création de nouvelles centrales à gaz et au charbon. Voilà, et le recours aux centrales à charbon ne fait pas l'unanimité, surtout au moment où on apprend que les émissions de CO2 ont atteint un record historique en 2010. Le nucléaire produit pour l'instant 22% de l'électricité allemande. Il va bien falloir compenser, notamment en achetant de l'énergie nucléaire à la France. Fabrice Cunet. La première réaction du côté d'Areva et d'EDF, c'est a priori de se frotter les mains. L'Allemagne devrait importer plus d'électricité de France pour compenser l'arrêt de ses centrales. Un constat repris dès ce matin par Laurence Parisot. C'est une décision tout à fait majeure, importante pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe entière. Aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que l'Allemagne fait ce choix tout en sachant qu'elle va continuer à importer du nucléaire de France? Le prix de l'électricité de l'autre côté du Rhin risque aussi de flamber, avec un impact direct sur la compétitivité allemande. Notre principal partenaire, mais surtout notre premier concurrent. Il est sûr que les industriels allemands, qui vont devoir payer leur électricité encore plus cher, seront dans des conditions de compétitivité moindres par rapport aux industriels français. Et ça, c'est un élément important sur le plan économique qu'il faut noter. Mais dans les pas de l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie s'interrogent. Si les décisions de fermer les parcs nucléaires se multipliaient, la filière française serait cette fois fragilisée. Areva a déjà annoncé réévaluer son plan de charge concernant la vente de ses réacteurs. Et alors que cette décision allemande divise la classe politique française, Europe Écologie Les Verts se félicite. Cécile Duflot a même fait de la sortie du nucléaire la condition absolue pour gouverner avec d'autres formations politiques comme le Parti socialiste. L'organisation de la sortie du nucléaire, en Allemagne comme ailleurs, c'est la seule bonne décision aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est possible d'engager la transition énergétique avec des économies d'énergie et une politique en faveur des énergies renouvelables. Et par ailleurs, parce que c'est nécessaire, c'est un engagement très important pour nous, mais ce sera aussi une nécessité dans le cadre d'un accord avec d'autres formations politiques. On n'imagine pas des ministres écologistes dans un gouvernement avec la gauche qui ne participeraient pas à l'engagement de la sortie du nucléaire. Le prix des carburants a légèrement augmenté en France la semaine dernière et pourtant le prix du baril, lui, est en baisse. Du coup, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, n'exclut pas d'imposer aux compagnies pétrolières de faire baisser les prix à la pompe. Aurélien Romano.
Depuis un mois, le pétrole baisse, mais cette baisse ne se retrouve pas à la pompe. Le constat de la direction de la répression des fraudes, demandé par Christine Lagarde, est sans appel. Sur les 2 premières semaines de mai, le litre de gazole aurait dû baisser de 6 centimes et le samplon de 4 centimes. Mais les observations réelles sont beaucoup plus faibles. Le gazole n'a baissé que de 3 centimes au lieu de 6 et le samplon a à peine diminué. Dans les stations, les prix restent très élevés. Un véritable enjeu politique pour le gouvernement malmené sur le dossier des radars et très attentif au débat sur le pouvoir d'achat. Si nous ne recevons pas les explications appropriées qui justifient le non-respect de l'engagement des pétroliers, alors nous prendrons des mesures. Nous serons extrêmement fermes sur le sujet. Une fermeté qui prendra d'abord la forme d'une réunion avec les professionnels du secteur. Ils seront rappelés à leur promesse de répercuter pleinement et rapidement les baisses des prix du brut. La marge de manœuvre est de toute façon limitée pour le gouvernement. Les prix sont libres, donc malheureusement, ils n'ont aucun moyen d'obliger les distributeurs d'essence à répercuter ces baisses. Alors, le fait déjà de faire des contrôles et de montrer qu'ils ne jouent pas le jeu, ça devrait avoir un impact. Des contrôles et une médiatisation des résultats qui permettent au gouvernement de maintenir la pression sur les industriels tout en se montrant attentif aux automobilistes. Pas d'impôt sécheresse, mais une solidarité à tous les niveaux. C'est ce que préconise le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, face à la sécheresse particulièrement grave qui touche la France. 54 départements ont été placés en restriction d'eau et certains éleveurs commencent à abattre leurs cheptels faute de pouvoir les nourrir. Margot Aubrio. Ici, la terre est craquelée, les cultures poussent mal, les éleveurs, eux, sont désespérés. C'est dans ce département de Seine-et-Marne, l'un des plus touchés par la sécheresse, qu'a choisi de se rendre Bruno Le Maire. Mais malgré l'urgence de la situation et dans l'attente de mesures de soutien, il n'est pas question d'un impôt sécheresse comme en 1976. Je ne suis pas favorable à un impôt sécheresse. Je pense que la bonne solution aujourd'hui pour répondre à la crise très grave dans laquelle se trouve l'agriculture française, c'est d'arriver à organiser la solidarité à tous les échelons. Chaque jour, la sécheresse gagne du terrain et frappe de plein fouet les agriculteurs. Certains sont contraints d'abattre leurs bêtes faute de nourriture. D'autres fauchent leurs champs à perte pour nourrir les troupeaux. Comme en Seine-et-Marne, plus de la moitié de la France vit désormais avec des restrictions d'eau. Face à la situation, le ministre mise sur la solidarité. Solidarité d'abord entre paysans. Les céréaliers ne devront plus spéculer sur le prix de leur paille. Et leur tarif ne devra pas excéder 25 € la tonne. On référence la paille 25 € dans les départements offreurs et après on va mettre en place une logistique pour la porter à la moins chère possible aux demandeurs et aux zones d'élevage. Voilà quelle est l'action. Et je dis pourquoi on la vend, pourquoi on ne la donne pas. Certains d'entre nous vont la donner. Le ministre de l'Agriculture appelle maintenant à la mobilisation générale. Il a rencontré dans l'après-midi les préfets et convoquera demain tous les acteurs de la filière, banquiers, assureurs, producteurs et industriels. Des allègements de charges et des reports de remboursement de crédit pourraient être annoncés dès demain. Laurent Wauquiez persiste et signe dans l'émission Terrain politique de Gilles Leclerc qui sera diffusée ce soir à 22h30. Le ministre des Affaires européennes relance le débat sur le RSA, le revenu de solidarité active qu'il qualifie de cancer de la société française. Quelqu'un qui aujourd'hui a le RSA va avoir en plus un certain nombre d'aides. L'APL, la gratuité des transports publics, la CMU, une prime de Noël, une réduction de frais d'eau, d'électricité et de téléphone. C'est normal d'aider les gens. Le problème, c'est que quand il va reprendre un emploi, il va perdre toute une partie de ça. Et donc pour lui, vous ne pouvez pas aller lui demander d'aller revenir travailler, puisqu'il va perdre de l'argent, dans toute une série de cas. Et je crois que cette question-là, il faut qu'on puisse se la poser lucidement et simplement. Est-ce qu'en France, on valorise suffisamment le travail pour rendre le retour au travail payant ? Voilà, Laurent Wauquiez qui a par ailleurs réagi à la décision d'Adrien Goutheyron de ne pas se représenter aux élections sénatoriales de septembre prochain. Après 4 mandats et 33 années de vie parlementaire, le sénateur de la Haute-Loire va donc tourner la page. Hommage donc du ministre des Affaires européennes à voir ce soir dans Terrain politique à 22h30. Place maintenant à la partie débat de ce 19h, débat consacré au nucléaire.
Voilà, alors pour débattre sur ce plateau, 2 invités pour l'instant, normalement vous devriez être 3 d'ici quelques minutes. Cédric Philibert, bonsoir. Bonsoir. Analyste à l'Agence internationale de l'énergie, et puis Bernard Laponche, vous êtes consultant international en politique énergétique. Ce n'est pas le choix de la France, a dit le Premier ministre pour commenter la décision de l'Allemagne, donc d'abandonner le nucléaire totalement d'ici 2022. Et est-ce que l'explosion des émissions de CO2, dont on a appris aujourd'hui un nouveau record en 2010, ne donne pas raison à l'intérêt du nucléaire? Bernard Laponche. Si vous voulez, les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2. Donc du point de vue des émissions de CO2, on peut dire que le nucléaire est mieux que les autres. Simplement, l'ensemble du système nucléaire émet quand même un peu de CO2. Et donc le nucléaire n'est pas mieux que les énergies renouvelables du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, déjà. Alors c'est évidemment mieux que le charbon, mais on peut choisir des solutions intermédiaires. Déjà le gaz naturel est beaucoup moins grave que le charbon, et en tout cas les énergies renouvelables sont tout à fait favorables également. Oui, mais quand 80% de l'électricité est produite par le nucléaire, on aura du mal à compenser par les énergies renouvelables. La première chose à faire, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour la sécurité énergétique, que ce soit la situation énergétique sur la planète, c'est les économies d'énergie. Et en particulier les économies d'électricité. En France, on consomme beaucoup trop d'électricité parce qu'entre autres, on a trop de nucléaire. Donc faisons déjà des économies d'électricité et après, on va discuter comment on fait de la production. Sur les émissions de gaz carbonique, on est effectivement passé l'an dernier pour la première fois à 30 milliards de tonnes de CO2 d'origine énergétique, ce qui est un signal... 5 points de plus qu'en 2008, qui était déjà un record. Ce qui est un signal effectivement inquiétant, et il faut Donc c'est l'échec de la lutte contre le réchauffement climatique? Peut-être pas tout de suite l'échec, mais disons que c'est pas un succès à mettre à l'actif de la lutte contre les changements climatiques, c'est sûr. Alors, le nucléaire là-dedans, il joue au plan mondial un rôle relativement mineur. Mais dans un certain nombre de pays, il joue effectivement un rôle important. L'Allemagne peut envisager de sortir du nucléaire en augmentant ses efforts en matière de renouvelables et d'efficacité énergétique. Maintenant, on peut dire qu'avec les mêmes efforts et en ayant recours au gaz et au charbon aussi. C'est pas démontré. Leur objectif est de faire moins 40% d'émissions de CO2 par rapport à 90. Ils sont aidés en cela par le fait qu'il y a eu la réunification allemande et l'effondrement de l'appareil industriel extrêmement intensive en énergie de l'Allemagne de l'Est, mais je pense qu'ils vont s'en tenir à leur objectif de réduire les émissions au-delà du protocole de Kyoto de 40% en 2020 et vers 80% en 2050, et ils vont faire ça en développant essentiellement les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Maintenant, on peut toujours dire qu'avec le même effort d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable, et en gardant le nucléaire, on réduirait plus vite les émissions de CO2. Quelque part, inévitablement, il y a un compromis entre aller plus vite dans la lutte contre l'effet de serre ou sortir plus vite du nucléaire. Bernard Laponche, est-ce que ce que fait l'Allemagne, ce que va faire l'Allemagne serait possible en France? C'est possible. Imaginez ça peut être même obligé. Imaginez qu'il y ait un accident nucléaire du même type en Europe, par exemple, et sur des centrales qui sont quand même les centrales majoritaires au monde. Je pense que l'arrêt serait accéléré et qu'à ce moment-là, arrêter de façon brutale ou dans un temps très court serait effectivement très pénalisant pour la France puisqu'on a 80% de nucléaire. Et 58 réacteurs alors qu'il n'y en a que 17 en Allemagne. Oui, donc une situation de crise serait bien pire pour la France. Maintenant, si on écarte une situation de crise, qui n'est pas du tout impossible, je pense que sur une période d'une vingtaine d'années, il est possible, justement avec d'un côté les économies d'énergie, qui sont de toute façon nécessaires au niveau mondial. Ce n'est pas une question du nucléaire. Il faut qu'on réduise nos consommations d'énergie. Et en combinant les économies d'électricité et les économies d'électricité et d'énergie, en particulier d'électricité, parce qu'en France, on consomme plus d'électricité par habitant que les Allemands, et qu'on a des potentiels très forts de réduction, avec la montée des énergies renouvelables, je pense qu'on peut sortir du nucléaire en 20 ans.
Alors nous rejoint sur ce plateau Bruno Combi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des écologistes pour le nucléaire. Tout à fait. Donc vous défendez le nucléaire. Ça coûterait combien à la France de sortir du nucléaire d'après vous? Est-ce que ça coûterait trop cher? Mais écoutez, oui, ça coûte beaucoup trop cher, ça coûterait une fortune. Il suffit de voir la comparaison des tarifs entre le prix de l'électricité aujourd'hui en France et en Allemagne. Le prix de l'électricité quasiment double en Allemagne par rapport à la France. Donc c'est grâce au nucléaire, tout à fait, qui produit une électricité de base, disponible tout le temps quand on en a besoin, et pour un prix modique, tout à fait accessible. Et de plus, le plus important, parce que notre association est tout de même une association d'écologistes. Oui, c'est ça, parce que le prix par rapport à la catastrophe de Fukushima, ça pèse pas lourd. Oui et non, parce que c'est surtout la catastrophe, c'est le tsunami qui a frappé fort à Fukushima. Mais en termes de victimes humaines, il y a tout de même, pour l'instant, aucune victime. Il y a des blessés, il y a une vingtaine de blessés. Il y a une zone qui est contaminée. Il faudra voir au bout de combien de temps elle pourra être réhabitée. Mais c'est quand même essentiellement un accident matériel avec 4 réacteurs perdus. Le Japon en avait 54. C'est de 54 à 50, il s'en remettra. Par contre, pour l'Allemagne, il s'agit d'enlever tous les réacteurs d'Allemagne. C'est beaucoup plus que ce qui se passe au Japon aujourd'hui. D'ailleurs, le Japon n'a pas dit qu'il sortait du nucléaire jusqu'à nouvel ordre. Non, ils l'ont confirmé d'ailleurs au G8 la fin de semaine dernière. La France non plus, la Chine non plus, donc un grand nombre de pays continuent. Je crois qu'on est un petit peu encore sous le choc de l'émotion, des images de l'accident, et que la décision prise par l'Allemagne est peut-être, à mon avis, un petit peu précipitée, parce que le nucléaire reste une énergie quand même qui n'émet pas de CO2, qui est disponible, et dont surtout qu'on va devoir sortir du pétrole en même temps, et je ne suis pas certain que les renouvelables, auxquels je suis pleinement favorable, puisque je suis un écologiste et notre association rassemble 10 000 membres et signataires dans 60 pays. J'habite moi-même une maison écologique pas très loin d'ici, mais on a quand même besoin, pour les jours sans vent et sans soleil, d'une énergie propre. Et vous êtes près d'une centrale nucléaire ou pas? J'habite en région parisienne, donc en France, il y a des centrales un petit peu partout, mais les centrales quand même qu'on a en France sont très propres, très surveillées. On n'est pas sur une zone sismique, je ne crois pas qu'on puisse comparer avec Tchernobyl ou Fukushima. Alors, un mot de réaction de Bernard Laplanche, et puis je reviens vers vous sur si on considère que Fukushima, c'est rien du tout, que Tchernobyl, c'est rien du tout, que de toute façon, tout ça n'est pas grave, on peut être pro-nucléaire. Si le nucléaire n'est pas dangereux, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Le problème, c'est que le nucléaire est extrêmement dangereux, qu'il produit des produits radioactifs extrêmement dangereux, qu'en fonctionnement normal, il les produit et qu'on les a, on les a et on ne sait pas trop quoi en faire, et qu'en cas d'accident, je considère que Tchernobyl et Fukushima sont des catastrophes. Parce que ce sont des accidents. D'abord, Fukushima n'est pas terminé, continue à envoyer de la radioactivité. Il y a des zones entières où on a été obligé d'évacuer et où il y aura des morts parce que la radioactivité, quand vous avez absorbé des éléments radioactifs, vous ne mourrez pas tout de suite, mais on sait très bien que Tchernobyl a fait énormément de victimes. Donc, la raison pour laquelle les Allemands en particulier sortent du nucléaire, c'est une raison de risque. Et le gouvernement l'a dit, c'est 1, l'accident grave, 2, les déchets, 3, la prolifération. Alors, si on me dit qu'il n'y a pas de problème d'accident grave, il n'y a pas de problème de déchets, pas de problème de prolifération, pourquoi pas? Mais la raison, c'est ça. En attendant, cette décision allemande, ça renforce considérablement la filière française, qui va du coup vendre encore plus d'énergie nucléaire à l'Allemagne. Ça, je suis sceptique. On va peut-être vendre un peu d'électricité nucléaire à l'Allemagne dans une période de transition. Je crois qu'il faut voir que le nucléaire, au niveau mondial, ça va devenir, c'est quand même un marché de niche au fond, hein, c'est 6% de l'énergie mondiale. 30% de l'électricité européenne quand même. Voilà, oui, mais au plan mondial, là où la majeure partie de l'activité économique et de la population mondiale va se situer, je pense que ça va être une énergie relativement minoritaire. Et en ce qui concerne les coûts, je pense en gros que vers 2030, la plupart des coûts de l'électricité vont converger. Le photovoltaïque a des coûts qui diminuent très rapidement. L'éolien est déjà à peu près au niveau du nouveau charbon, des nouvelles centrales à charbon ou des nouvelles centrales nucléaires avec sécurité renforcée. Je pense que toutes ces techniques vont se retrouver en termes de prix d'ici 15 ans à peu près, 20 ans au pire. Et donc les choix ne seront pas fondamentalement économiques. Ce seront des choix politiques, on décidera, on veut ci ou on veut ça. Et il y a effectivement un arbitrage dans la transition entre émettre un peu plus de gaz à effet de serre ou réduire plus vite les gaz à effet de serre en gardant le nucléaire. Ça, c'est vrai qu'il y a un arbitrage de ce point de vue-là. Mais tout ça va se retrouver. Et au plan mondial, c'est quand même les renouvelables qui vont dominer à terme. Parce que le potentiel est illimité en ce qui concerne notamment le vent et le soleil. Donc ce sont elles qui vont l'emporter. Et si on veut être dans le marché de la technologie énergétique,
il faudra être dans le vent, le solaire, l'hydraulique, les stations de transfert d'énergie par pompage hydraulique, qui permettront de stocker de l'électricité, les usines marémotrices, etc. Tout ce qui va faire le monde énergétique de demain. Pour conclure, parce que malheureusement le temps est écoulé, c'est quand même, là le gouvernement allemand répond à la volonté de l'opinion publique allemande. Oui. Et en France, de la même façon, l'opinion est majoritairement pour sortir du nucléaire. On a posé nous aussi la question à nos téléspectateurs via notre partenaire, le nouvelops.com. Faut-il sortir du nucléaire en France? Une majorité de votants répond oui, 59%, voilà, d'après les résultats. Ce serait une bonne annonce électorale de sortir du nucléaire peut-être à un an de la présidentielle. Quand on part pour se présenter dans une élection, c'est toujours bien vu de faire toutes sortes de promesses. Donc là, je note que l'annonce faite en Allemagne, c'est de nouveau une promesse politique faite à tenir dans plus de 10 ans. Et je me méfie personnellement beaucoup des promesses faites par les hommes politiques à tenir dans 10 ans, parce que ça fait plus que 2 mandats, donc c'est vraiment le bout du monde. L'Allemagne a déjà changé 4 fois d'avis sur cette histoire du nucléaire en faisant un demi-tour à chaque fois. En France, entre nous, hein, ils ont fait des promesses. Et donc on a encore le temps de changer une 5e fois, une 6e fois, une 7e fois dans ces 10 ans qui vont venir. Attendons de voir. Moi je pense que, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que l'exemple allemand jusqu'à maintenant n'est pas brillant, puisque les Allemands émettent 2 fois plus ou presque de CO2 par habitant que les Français. Donc je pense que s'il faut suivre un exemple, c'est plutôt celui des Français que des Allemands. On produit plus d'énergie renouvelable parce qu'on a beaucoup plus d'hydraulique. Et le vent et le soleil. Moins d'énergie renouvelable que les Allemands. Enfin, je vous ai laissé parler maintenant. Mais non, mais si vous me permettez. Ne dites pas des choses fausses. Les Allemands. Écoutez. Les Allemands produisent plus. Le vent et le soleil, c'est tout à fait formidable. Je suis pour. Simplement, c'est intermittent. Ça marche que 20% du temps. Ils produisent. Donc, il nous faut une énergie disponible tout le temps pour faire fonctionner notre civilisation. C'est 2 choses différentes. Merci beaucoup. Malheureusement, on est obligé d'interrompre ce débat, mais on y reviendra bien sûr sur notre antenne très rapidement. En plein scandale de corruption à la FIFA, à l'avant-veille de l'élection présidentielle à la Fédération internationale de football, le groupe RDSE a écrit une proposition de loi adoptée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Elle vise à renforcer l'éthique dans le sport. Marie Chambrial. Lutte contre le dopage, contre la corruption, formation des jeunes, régulation du sport business. Le Sénat ratisse large pour tenter de renforcer l'éthique du sport. La tâche s'annonce compliquée dans un système de plus en plus mondialisé. C'est un premier pas. Je veux dire, même si le système est mondialisé, on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de considérer que le sport sera inévitablement victime des dérives de la société. Parmi les dispositions phares du texte, l'obligation pour toutes les fédérations de se doter d'une charte d'éthique. La fédération de rugby est d'ailleurs citée en exemple en la matière. Le texte vise aussi les dérives financières liées au sport business. Il suggère de baisser les commissions des agents de sportifs. Il interdit aussi le cumul des fonctions dirigeantes dans des clubs différents. Enfin, il donne la possibilité aux fédérations d'instaurer des limites à la masse salariale des clubs. On imposerait dans les budgets des clubs sportifs une certaine somme consacrée en pourcentage dans le budget consacré au traitement des joueurs. On assiste aujourd'hui à des dérives qui sont insoutenables dans notre société où les gens souffrent et quand ils voient les salaires colossaux qui sont distribués en plus par des clubs, et c'est là le paradoxe, qui sont endettés. L'application de cette disposition reste soumise au bon vouloir des fédérations. Aucune contrainte ne leur a été fixée, aux grandes dames du groupe socialiste qui aurait préféré plus de fermeté. Voilà, et pour en parler, notre invité est Xavier Barré, journaliste à France Football. Bonsoir. Bonsoir. Je présente la une de France Football qui sort demain en kiosque. Voilà, Lyon, ouf, avec cette magnifique photo. Alors, Yvon Collin, le sénateur RDSE, qui est auteur de cette proposition de loi qui vient d'être adoptée au Sénat, estime que les dérives viennent essentiellement d'un manque de législation, de régulation. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic ? Je pense que les dérives, elles viennent du fait qu'il y a de plus en plus d'argent. La régulation, elle vient effectivement souvent a posteriori, et elle vient parce qu'on constate une dérive qui parfois, le temps que la législation soit adoptée, eh bien, est déjà partie sur un autre plan. C'est bien que le Parlement légifère pour lutter contre la corruption et les dérives. Mais ça va passer vite, quoi, par rapport aux évolutions. Mais souvent, ça vient après coup. Mais c'est le problème de l'adaptation du droit français aux réalités de la société. Alors, par exemple, l'obligation, ça fait partie de la proposition de loi, obligation pour toutes les fédérations de se doter d'une charte d'éthique. Ça sert à rien, à votre avis, c'est marginal ? Ce ne sera pas la première fois que... Moi, je parle surtout pour le football, puisque à France Football, on ne traite que du football. Là, c'est le rugby qui est pris comme modèle, justement, pour le football. Il y avait avant la Coupe
du Monde 2010 en Afrique du Sud, les internationaux français avaient reçu un petit livret bleu qui était un code de bonne conduite. On a vu qu'ils se sont complètement assis dessus et sont restés dans le bus au lieu d'aller s'entraîner à Anaïsna. Donc c'est plus un problème, je pense, à prendre plus à la base, donc d'éducation et ensuite de rapport à l'argent. Parce que tous ces problèmes qu'on découvre aujourd'hui, ils sont liés à une chose essentielle, c'est qu'il y a maintenant énormément d'argent dans le sport en général et dans le football en particulier. Donc ces joueurs et ces entraîneurs, mais surtout ces joueurs qui touchent énormément d'argent, ils vivent sur une autre planète, ils deviennent intouchables et donc ils n'ont plus les mêmes rapports que peut avoir le citoyen lambda par rapport tout simplement à la vie telle qu'elle doit être. Mais alors justement, le sénateur propose d'instaurer un plafond de salaire. Est-ce que c'est envisageable ça dans un système aussi mondialisé qu'est le football? Alors ça s'appelle le salary cap, ça existe aux États-Unis. Alors c'est bien, mais c'est pas l'arme absolue parce qu'il y a d'abord deux possibilités il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'une équipe a un budget global qu'elle ne peut pas dépasser. C'est le cas dans le basket aux États-Unis. Alors du coup, ça crée des écarts. Quand on veut recruter une star, on lui propose un salaire colossal. Et du coup, ses coéquipiers ont des tout petits salaires. Il y a même un SMIC pour les basketteurs aux États-Unis, pour les basketteurs professionnels. Donc ça crée des écarts colossaux dans les vestiaires et à ce moment-là, l'ambiance est souvent pourrie. Mais si on met un plafond au salaire, on ne peut pas lui proposer un salaire colossal pour le recruter. Oui, mais alors là, le problème, c'est que vous rentrez dans une concurrence européenne et si la France adopte ce système de plafonnement de salaire, tous les meilleurs joueurs iront jouer ailleurs. Beaucoup déjà vont. C'est irréaliste. Il faut que ce soit pris au niveau de l'Europe. C'est d'ailleurs ce que réclament les instances françaises, la Ligue professionnelle de football ou la Fédération, avec l'extension du principe de la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion, qui fait son travail en France pour que les clubs français ne soient pas trop en déficit, parce qu'ils le sont pratiquement tous aujourd'hui, alors qu'il y a des clubs anglais ou espagnols qui ont des dettes colossales, donc, mais qui continuent à recruter les meilleurs joueurs européens et même mondiaux. Alors le comportement, vous en parliez, il y a un problème d'éducation, vous l'avez évoqué. C'est là qu'il faut revenir à la base, mieux former les sportifs de haut niveau, y compris en termes de comportement civique. Former des hommes, c'est vrai qu'on sait former des champions en France, et c'est vrai que dans tous les sports, mais aussi en football, on obtient des résultats très probants, mais il faut aussi pas oublier de former des hommes. Il y a des entraîneurs qui disent que pour beaucoup de jeunes issus, notamment, c'est souvent les cas qu'on prend d'exemple des quartiers difficiles, venir dans un centre de formation, c'est une chance pour eux de s'en sortir, d'éviter de partir sur des chemins de travers qui les mèneront à rien de bon. Donc c'est une chance de s'en sortir, mais ils ont souvent qu'une seule idée en tête, c'est réussir financièrement. Parce qu'effectivement, ça leur permet de sortir, quand ils viennent des cités qui sont aussi des milieux défavorisés, ça leur permet de sortir leur famille de situations défavorables. Ça leur permet d'avoir une belle voiture, une belle maison, une ou plusieurs femmes. Donc c'est un symbole de réussite. C'est un ascenseur social, mais qui amène à des dérives. Qui amène parfois, quand il n'est pas contrôlé, effectivement, quand il n'est pas bien encadré, aux dérives qu'on a pu voir ces derniers mois dans le football en particulier. Ça veut dire qu'il faut que les sportifs soient mieux formés dans le cadre de l'éducation nationale Exactement. Il faut que l'éducation concerne aussi les sportifs de haut niveau. Souvent, on les sort très jeunes de leur milieu familial pour les mettre dans des centres de formation où ils sont vraiment là, concentrés uniquement sur le résultat sportif. Il y a pourtant des enseignements qui sont assurés, mais l'intérêt des clubs, c'est d'abord d'avoir des champions. C'est vrai que c'est mieux aussi d'avoir des hommes bien équilibrés, c'est plus facile pour les entraîneurs de les gérer, mais c'est aussi d'avoir des champions. Donc parfois il arrive qu'on dise, quand on rencontre des entraîneurs, ils nous disent oui, mais s'ils n'ont pas fait leur devoir, ils ne vont pas s'entraîner le lendemain. C'est pas toujours le cas. Est-ce que la Fédération française de football d'un mot travaille sur l'éthique vis-à-vis des clubs? Elle essaye, mais vous savez, la Fédération française de football, elle a actuellement beaucoup de dossiers à régler. Il y a en plus une élection qui se profile, puisque le 18 juin sera connu le nouveau président. Il y a actuellement un président intérimaire qui est candidat à sa succession. Donc elle a beaucoup de travail, mais la Fondation du football, qui est liée à la Fédération française de football, a récemment rendu des trophées dans différents secteurs. D'ailleurs, France Football était partenaire de cette opération et a pu communiquer les noms et le travail réalisé par ces clubs amateurs. Donc là, il y a un gros travail qui est fait, qui n'est pas toujours mis en avant, mais il faut continuer dans ce domaine, évidemment. Merci beaucoup, Xavier Barré. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous donne une toute dernière information pour clôturer cette tranche. Une camionnette de gendarmerie a fauché un groupe d'enfants à jouer les tours près de Tours. Une fillette est décédée, 7 autres enfants sont grièvement blessés. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Tout dépend d'eux, invité Jack Lang. Ça se passe sur LCP, Assemblée nationale. Très belle soirée.
Gilles Leclerc reçoit Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes dans Terrain politique. Terrain politique, c'est ce soir à 22h30 sur Public Sénat. À l'heure où les révolutions arabes redessinent l'ordre international, ce documentaire rappelle les évolutions de notre diplomatie depuis les premiers émissaires de François Ier. Certes, Talleyrand a servi la monarchie et l'Empire, mais c'est aussi un héritier des Lumières et de la Révolution. À travers les conférences de la paix et les accréditations d'ambassadeurs, la diplomatie française défend la place et l'influence de la France dans le monde. Histoire de la diplomatie française, demain à 22h30 sur Public Sénat.